souvent avec des amis qui sont morts sur la moto, nous avons des collègues. Une personnalité importante du vert, rouge et jaune. Il s'agit du colonel à la retraite, Roger Puitieux. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il a accepté d'être notre invité. Avec lui, on va parler sécurité et défense. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez toujours mon colonel ou bien... Bien sûr, je l'ai acquis de haute lutte, je le préfère. D'accord. Et ça fait 30 ans 36 ans. 36 ans que vous défendez les couleurs du Cameroun. Bon, 39 ans. Et ça vous fait quoi aujourd'hui, avant qu'on ne revienne de fond en comble sur votre parcours, ça vous fait quoi d'avoir participé à la défense, à la sécurité du Cameroun? Bon, déjà, je vais dire que c'était un privilège énorme d'être acteur de certains grands moments de l'histoire de la défense du Cameroun. C'était un privilège, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une chance également d'avoir pu le faire. Il y en a tellement qui aimeraient le faire, mais ils n'en ont ni l'occasion ni les possibilités. Donc c'est avec beaucoup de joie qu'en regardant dans le rétroviseur, je réalise que j'ai été un des peut-être plus petits maillons de la défense de la sécurité du Cameroun. Beaucoup de joie. Et je rappelle que vous êtes lauréat de l'école militaire interarmée de Yaoundé. Comment se passe votre entrée là-bas? Alors, pour entrer à l'EMIA, il faut d'abord retenir que j'ai eu un parcours scolaire assez difficile. Le CEP est le seul diplôme que j'ai fait une seule fois. J'ai fait le BPC 2 fois, le probatoire 2 fois. C'est à la 3e édition que j'ai eu mon bac. Et arrivé à la faculté de droit de l'université de Yaoundé, je n'ai pas pu passer en 2e année. Donc j'étais sur le point de griller mon mandat avant de présenter le concours d'entrée à l'EMIA en 83. Et ma foi, je suis fier aujourd'hui de dire que j'étais le major au concours d'entrée à l'EMIA. En 1983, la promotion Rodolphe Douala Mangabel. C'était ce concours. Voilà, j'entre à l'EMIA en 83 et j'en suis en 86. Et aujourd'hui, vous faites partie des visages du Cameroun, des personnes qui ont été sur le théâtre des opérations, notamment Bakassi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous arrivez sur ce théâtre d'opération? Bon, c'était un moment fort de l'histoire, de notre histoire. Déjà, avant, quand Bakassi... Lorsqu'il y avait déjà des escarmouches, j'étais en poste à Garoua en 1992-93. Je venais de passer capitaine, jeune capitaine. En tant qu'officier d'artillerie sol-sol, j'avais été réaffecté en Konsamba au bataillon d'artillerie sol-sol à l'époque. Et dès que le conflit a éclaté, il fallait déployer des batteries d'artillerie sol-sol sur le théâtre. Voilà, j'étais parmi les premiers officiers à me rendre à Bakassi avec une batterie d'artillerie sol-sol en son temps. J'y suis resté de capitaine à lieutenant-colonel à Bakassi avec au total 17 séjours. Aller et revenir, à 17 séjours à Bakassi. Je me rappelle très bien qu'avec le feu général Toumen Tapé à son âme, j'étais encore son chef B3 à l'opération Delta au moment où la Cour internationale de justice rendait le verdict sur la péninsule de Bakassi. Mais comment ça s'est passé là-bas, sur le théâtre des opérations à Bakassi? Parce que quand on vous écoute parler, on a l'impression que c'était un moment de balade de santé. Ah mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il faut le dire aujourd'hui que avec le recul, nos chefs de l'époque ont eu beaucoup d'audace. Parce que ceux qui connaissent l'artillerie sol-sol, c'est une arme extrêmement lourde. Vous avez appris, votre premier stage, c'était d'ailleurs en Angleterre. D'accord, voilà, j'ai fait beaucoup d'applications d'artillerie sol-sol en Angleterre, à la Royal School of Artillery. Je crois que jusqu'à présent, je suis le seul officier camerounais à avoir été formé là-bas. Et ça vous a aidé à Bakassi? Absolument. Encore qu'avant Bakassi, je venais de faire le cours de perfectionnement d'artillerie sol-sol aux États-Unis, à Fort Sill, la garnison de Fort Sill. Donc, ces connaissances mises ensemble nous ont permis de... En réalité, nous avions défié les règles d'emploi de l'artillerie, parce que l'artillerie, c'est le feu et le mouvement. Quand vous tirez, il faut vous déplacer. Mais compte tenu de la configuration de la péninsule de Bakassi, c'était difficile d'y amener des tracteurs, donc c'était difficile de se déplacer. Mais nous avons défié quelques règles d'emploi de l'artillerie, quelques règles classiques de l'emploi de l'artillerie pour l'adapter à notre contexte et pouvoir l'utiliser à bon escient. Quelles ont été vos forces là-bas pour pouvoir réussir à contenir tous les conflits qu'il y avait sur place?
Ben, Puisqu'il y avait l'armée nigériane qui était absolument. présente. La première force, c'est le haut commandement de l'armée camerounaise, qui avec beaucoup de lucidité donnait des ordres assez précis. Voyez-vous, en tant que jeune officier arrivé sur le terrain, nous avions la hargne d'aller plus loin. On voulait porter les stockades le plus vite possible. Et quelquefois, ça aurait pu nous porter préjudice. Mais il a fallu la clairvoyance du commandement pour refréner nos ardeurs à un certain moment, dire non, ce n'est pas le moment, il faut attendre, il faut. Et puis, voilà, le soutien logistique qui avait été, dans un premier temps, balbutiant, mais à la longue, au bout, le soutien logistique que nous fournissait ce pays était fantastique. Avec du recul aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive de repenser à ce moment précis, des regrets, des victoires? C'est le moment qu'on n'oublie jamais et, ma foi, je pense beaucoup aux hommes avec qui j'étais. C'était des jeunes soldats, des sous-officiers. Certains sont morts? Pardon? Est-ce qu'il y a eu des morts? Si, il y en a eu. Il y en a eu. Je pense à eux, je m'incline devant leur mémoire parce qu'ils ont donné leur vie pour l'intégrité territoriale du pays. Dans ma batterie, je n'avais pas d'officier. J'étais le seul officier capitaine et je n'avais que des sous-officiers extrêmement valeureux à l'époque qui assumaient les tâches d'officier de manière impeccable. J'avais aussi des jeunes soldats, des caporaux. Et puis on avait une sorte de cohésion, d'esprit de corps. Tenez, je vous raconte une anecdote. Nous sommes dans un coin du groupement opérationnel à Issanguélé et puis, pour une raison ou pour une autre, le ravitaillement tardait à arriver. Donc on était un peu à la bourre pendant quelques heures seulement. Hein. Mais entre-temps, on attendait. Mais je me rappelle qu'un gradé est venu me voir dans mon trou de combat et me dit mon capitaine, j'ai trouvé dans mon sac un morceau de pain. Un morceau de pain. Ben, et quand j'ai fendu le pain, j'ai trouvé la couleur de l'arc-en-ciel. Alors, donc, le pain, c'était le repas froid qu'on nous donnait à l'entrée en attendant que la nourriture arrive. J'ai réfléchi, je me suis dit, rien ne l'obligeait à m'apporter ce bout de pain. Il aurait pu le manger tout seul. J'ai pris juste un petit bout et je lui ai dit, va le partager avec tes camarades. Donc, il y a cet esprit de solidarité, cet esprit de corps, cette reconnaissance de la hiérarchie, cet amour qui nous liait et qui nous a permis de faire pas mal de choses. On a récupéré la presqu'île de Bakassi. Est-ce que vous avez été récompensé à la hauteur de ce sacrifice-là? Je vais dire oui. Je pense même qu'en regardant ma carrière aujourd'hui, ma vie aujourd'hui, je suis encore redevable vis-à-vis du Cameroun. Je n'ai pas encore rendu au Cameroun tout ce qu'il m'a donné. Donc ce que j'ai donné pour le Cameroun, au-delà de Bakassi, inversement, si vous voulez, je n'ai pas suffisamment donné pour tout ce que le Cameroun m'a donné. J'ai été suffisamment récompensé. Je n'ai pas eu de médaille, mais la reconnaissance ne se compte pas toujours en termes matériels. Enfin, la médaille, une reconnaissance même du chef des armées, de dire que, ok, vous avez combattu, grâce à vous, la presqu'île de Bakassi est à nous, c'est une fierté. Non, j'ai encore dans mes archives une lettre de félicitations de l'opération comme Delta, après une mission de 12 jours que j'ai faite sur le terrain pour parcourir tout le groupement et mettre un certain nombre de choses. J'ai encore une lettre de félicitations. À l'époque, c'est une lettre de félicitations qui est tapée à la machine. Vous vous en souvenez, donc je la garde très jalousement. Ben voilà, il y a pas mal de satisfactions comme celle-là. Et puis beaucoup plus, la véritable satisfaction, c'est quand je rencontre ceux avec qui nous étions là-bas et qui se disent, mon colonel, la bataille de Guidi Guidi, vous vous en souvenez? J'ai dit oui, Guidi Guidi. Alors, vous voyez, c'est des souvenirs indélébiles. Et puis la plus grosse fierté, la plus grosse satisfaction, c'est que cette terre bénite soit revenue de joie à mon pays. Et autre parcours, autre moment fort de votre riche carrière, parce que si on veut parler de votre carrière, on va passer toute la journée, mais on a sélectionné quelques points saillants. Il y a que le Cameroun a été confronté dans la partie Grand Nord par Boko Haram, et vous êtes l'homme de la situation. Racontez-nous un peu cette période. Non, l'homme de la situation, c'est trop dit. C'est trop dit. Permettez-moi d'utiliser mes expressions. Voilà, je vous l'autorise, mais à titre personnel. 2014-2016, oui, on ne savait pas. Oui, 2014-2016, donc je n'étais pas l'homme de la situation. Non, il y avait des hommes de la situation parmi lesquels j'étais. Mais voilà. Donc, le 14 août 2014, j'avais eu la chance ou le privilège de ceux qui gouvernent la cité d'être nommé commandant de la 41e brigade d'infanterie motorisée.
à Kuseri. J'étais nommé le 14, mais 5 jours avant, j'étais rentré du Nigeria où j'étais à l'école de guerre. Bon, je n'ai même pas eu le temps de défaire mes valises et j'ai été installé le 21 août 2014 à Kuseri comme commandant de la 41e brigade d'infanterie motorisée. Mais, ma foi, j'ai de la peine à parler de moi parce que je n'aurais pu rien faire sans les hommes qui étaient avec moi. Les officiers, les sous-officiers, qui ont permis que la mayonnaise prenne, qui ont suivi ce que j'ai fait, ma foi, qui ont adhéré à ma manière de voir la guerre à ce moment-là et qui nous a permis de remporter les quelques victoires. Ce serait injuste de m'approprier les succès remportés à Kuseri. Non, et je pense du coup... Mais c'était une nouvelle opération, un nouveau phénomène, avec un ennemi invisible. Quand on se retrouve un homme de l'armée à ce moment-là, comment on gère sa stratégie pour pouvoir venir à bout de l'ennemi invisible avec des attaques perpétrées ça et là, et à un certain moment on avait peur que peut-être le pays allait basculer de ce côté-là? Bon, disons que là, quand vous arrivez sur le terrain, il y a toujours les directives du haut commandement que vous devez suivre. Vous avez reçu des instructions? On a reçu des instructions. Il y a des ordres d'opération, il y a des directives de sécurité, il y a des DSP qu'on vous envoie, il y a des directives, le commandement vous dit ce que vous devez faire. Mais maintenant, arrivé sur le terrain, vous voyez, aucun plan d'opération n'a jamais résisté au premier coup de feu. Quand vous arrivez sur le terrain, les données changent. Il vous appartient d'utiliser votre génie, le génie de ceux qui sont autour de vous, pour adapter la situation au nouveau contexte. Nous étions là dans une sorte de guerre asymétrique pour laquelle on n'avait vraiment pas maîtrisé les outils. D'ailleurs, à l'époque, c'était nouveau. C'était nouveau dans les curricula de formation. Il n'y avait pas nous étions encore dans les guerres classiques. Donc, je vais dire qu'à ce moment-là, à Kuseri, il faut se réadapter. Il fallait adapter. Pratiquement, on a construit. Est-ce que vous aviez du matériel? Un pont en le traversant. Est-ce que vous avez du matériel nécessaire? Nous avions ce qu'il nous fallait. Moi, je pense que je ne suis plus là, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, à quelque chose près, on a ce qu'il nous faut. Sinon, la bataille aurait basculé en notre défaveur. Nous avions ce qu'il nous fallait. Et puis, je vais tirer un chapeau au commandement à cette occasion parce que les sacrifices étaient énormes en son temps pour nous donner ce qu'il fallait. Et ensuite, je pense qu'à l'époque, il y a eu des contributions personnelles de toute la population du Cameroun, de tous les Camerounais de l'extérieur et de l'intérieur pour nous soutenir pendant que nous étions au front. Ce moment sont restés mémorables pour le combat contre le Boko Haram. Et après ça, lorsqu'il y a la calmie, vous progressez. Parce qu'après, vous êtes attaché de défense du Cameroun dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest avec résidence à Abuja. Oui, disons que entre... Est-ce que ce n'est pas un élément important qu'on perd comme ça, qui se retrouve à Abuja à gérer plusieurs autres pays? Mais non, vous savez, le militaire est comme un outil, comme le stylo que vous tenez en main. Le propriétaire de l'outil, qui est le chef des armées, vous prend et il l'utilise comme il veut. Voilà, l'outil n'a pas à dire non, je ne veux pas, je veux. Encore qu'en son temps, j'avais déjà mon décret de départ à la retraite. J'avais aussi mon décret de départ à la retraite quelques mois auparavant, donc j'avais même fêté parce que c'était ma 4e guerre. Je me suis dit, mais si vous sortez de 4 guerres sans blessure physique, vous êtes béni. J'avais, ma foi, fêté à ma manière cette fin de carrière avant que le chef de l'État décide dans sa magnanimité, de me nommer attaché des femmes du Cameroun au Nigeria. Non, ce n'était pas un élément qu'on perdait, encore que là-bas, j'ai toujours continué de servir. D'accord. Et comment on fait aujourd'hui à une nouvelle génération? On a d'autres crises qui interviennent. Comment on fait dans des différentes opérations pareilles où on a en face des ennemis assez violents avec des tactiques nouvelles pour s'en sortir? 0 punition, 4 guerres, 0 blessure. Mais vous restez avec quoi? Des traumatismes tout de même, non? Beaucoup de traumatismes psychiques. Les ordres qu'on a donnés, les ordres qu'on a reçus, ceux qu'on a exécutés, les souvenirs des camarades qu'on a perdus dans des conditions atroces, ça vous reste marqué au fer rouge. Bon, maintenant, chacun essaie de trouver son sens de décompression comme il peut. Il m'arrive, il n'y a pas longtemps, parfois on pleure, on coule des larmes pour évacuer.
Parfois, on pense à quelque chose de plus positif. Parfois, on pense quand même à la joie qu'on a d'avoir servi. Parfois, on pense aux vies qu'avec les camarades, on a sauvées. Voilà, ça nous permet de retrouver un certain équilibre. Mais quand vous êtes colonel, à la retraite aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe par exemple dans le Nozo, quelques incursions encore au niveau de Boko Haram, des coupeurs de route, vous vous dites, vous pouvez encore rentrer sur le champ des opérations ou alors comment faire véritablement pour travailler comme vous pour remporter des victoires? Je ne peux pas me poser en donneur de leçons parce que ce que j'ai réussi pendant les 36 années, il faut dire, ce n'était pas seulement une petite compétence, mais il y avait une forte dose de chance. Vous êtes très chanceux. Ah oui, il faut reconnaître que je suis chanceux. Vous ne pouvez pas faire 4 gars sortis sans aucune blessure physique, estimer que vous êtes trop fort. Non, moi je pense qu'il y avait une petite dose de compétence, mais il y avait beaucoup de chance. Mais maintenant, avec le recul, je ne peux pas me poser en donneur de leçons pour dire ce qu'il faut faire. Mais je sais une chose, lorsqu'un militaire a foi en la hiérarchie, lorsqu'un militaire exécute ce que la hiérarchie lui donne et qu'il a confiance à sa hiérarchie, il y a de fortes chances qu'il réussisse à sa mission. Voyez-vous, je dis toujours, lorsqu'on vous demande dans l'armée de cracher à terre, ce n'est pas anodin de cracher à terre. Donc il faut cracher à terre en se disant, ça c'est certainement un objectif. Je n'ai pas de leçons à donner dans ce cadre-là. Ceux qui sont là le font pas mal, peut-être nettement mieux que ce que j'aurais fait. Est-ce qu'il y a des souvenirs aujourd'hui qui restent présents dans votre mémoire après tout ce parcours riche où vous êtes entre le Cameroun, les États-Unis, l'Angleterre et plein d'autres pays, le Nigeria? Est-ce que vous avez des souvenirs heureux, malheureux qui vous arrivent de sortir comme ça pour être en paix avec vous-même? Bon, les souvenirs heureux, je commence d'abord par ceux-là. Les souvenirs heureux, c'est... Je mesure tout ce que ce pays m'a donné. Mon père touchait 5 000 francs par mois. Et son ami lui a demandé un jour, on te donne ça en main ou bien on jette à terre avant que tu ramasses. Nous sommes 3 enfants, il a pu faire de nous des hommes et des femmes debout sur qui Dieu et la nation peut compter. Donc ce pays m'a tout donné. Je l'ai servi à ma manière, il me l'a rendu à sa manière. Maintenant je fais autre chose. Dans une vie, il y a plusieurs vies. Donc le côté heureux, c'est tout ce que ce pays m'a donné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas avoir suffisamment rendu à ce pays ce qu'il m'a donné. Maintenant, le côté triste, qu'est-ce que je vais dire? Les hommes que j'ai perdus, certaines frustrations qu'on a connues dans le cours de la carrière, voilà, quelque chose qui vous appartient et sans raison, on vous dit non, on vous le donne pas et on ne le donne même pas à quelqu'un d'autre, on le jette à la mer. Voilà, ça fait triste parfois. Mais comme j'ai dit, en tout et pour tout, tout est grâce. Voilà, on sort avec beaucoup plus de souvenirs heureux que malheureux quand même, dans tous les cas. On est heureux d'avoir servi. Et vous avez parcouru dans votre riche carrière plusieurs secteurs de défense. S'il y avait une comparaison à faire entre ce qu'il y a chez nous et ce qui se passe ailleurs, vous diriez quoi? Parce que chaque fois, on vante qu'on a une armée forte, une armée suffisamment outillée pour faire face à l'ennemi, pour préserver notre intégrité territoriale. Mais quand on voit aussi l'artillerie ailleurs, on s'est dit qu'on aurait bénéficié davantage. Voyez-vous, quelle que soit la puissance des armes que vous avez, si vous n'avez pas des hommes pour les servir ces armes, ça ne servirait à rien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière un homme? C'est son mental, c'est son mindset, c'est son état d'esprit. Moi, je pense que c'est l'état d'esprit des gagneurs du Camerounais qui fait la différence. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui ont véritablement ça? Parce que quand je préparais cette émission, il y a justement quelqu'un qui me disait, il faut demander au colonel, est-ce qu'à son époque, on punissait beaucoup de gendarmes, de militaires, comme c'est le cas aujourd'hui, on vous dit que non, on a rayé telle personne pour comportement qui ne respecte pas la loi militaire. Est-ce que c'était pareil? Oui, il y a une évolution dans le monde. Et l'armée n'est pas étrangère à cette évolution générale du monde. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui qu'on ne vivait pas à l'époque. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'anecdote du soldat qui a trouvé un pain dans son sac et me l'a donné. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte
est tel que ça peut se faire. C'est difficile à dire. Donc, voyez-vous, à la fin, c'est l'équation personnelle de chaque chef qui permet de donner l'impulsion à ces opérations, à ces hommes. Donc c'est difficile de faire une comparaison aujourd'hui parce que déjà je regarde de très loin, il y a des choses que nous connaissions à l'époque, il y a des choses qu'on connaît aujourd'hui, difficile de faire la comparaison, mais toujours est-il que je vais reconnaître qu'aujourd'hui, qu'en son temps, les sources de distraction étaient très peu nombreuses. Donc il y avait beaucoup plus la concentration sur la mission. Figurez-vous qu'à Bakassi à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de... La télévision venait à peine d'arriver. Donc pour avoir les contacts, la famille, c'était encore le vaguemestre. On écrivait encore des lettres à la poste. Il sait qu'aujourd'hui, les gens n'écrivent plus parce qu'ils commettent des fautes d'orthographe. À l'époque, on écrivait des lettres à nos épouses. Elles revenaient le jour où le vaguemestre arrivait avec les lettres. C'était... Une fête, on le disait, chacun se retirait dans son coin pour avoir les nouvelles de la famille. Donc nous avions tout pour nous concentrer à la mission. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le Boko Haram, le téléphone était déjà arrivé, le WhatsApp était arrivé, il appartient à chaque chef d'utiliser son équation personnelle pour focaliser les hommes sur ce qu'il faut faire et leur faire croire en leur mission et leur faire mettre le cœur à l'ouvrage. Et aujourd'hui, vous avez laissé les tenues pour vous reconvertir. D'ailleurs, nous, Canal 2, on a bénéficié d'une de vos formations avec votre cabinet sur la stratégie militaire en entreprise. C'était facile cette reconversion? Je vais dire plus ou moins facile parce que durant ma carrière... Le cabinet Best Practice. Oui, c'est le cabinet Best Practice, voilà, c'est dans lequel je fais la stratégie militaire appliquée aux entreprises et aux administrations. À un moment, on a pensé qu'il fallait être des militaires dans les entreprises parce que la thématique seulement, est-ce qu'il fallait montrer les tenues? Mais vous qui avez bénéficié de cette formation, vous pouvez dire que ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas, justement. Ce n'est pas le cas. Et donc, il s'agit juste de transformer le mindset. Il s'agit juste de réaliser que l'entreprise est dans une forme de guerre économique contre les concurrents nationaux et internationaux et que l'armée est en guerre contre une autre armée. Donc la similitude entre les deux fait qu'il y a des aptitudes de l'un qu'on peut facilement moduler et transposer dans le CEPA du copier-coller. Il y a quelqu'un qui me demande de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous gardez de la mission de l'Union africaine au Soudan et la mission de consolidation de la paix au sein de la force multinationale d'Afrique centrale, en République centrafricaine? Juste en quelques mots. Alors, c'est les deux missions internationales auxquelles le Cameroun a eu à m'envoyer. Et là, je me tourne encore vers le haut commandement pour le remercier. C'est pour ça. La mission de l'Union africaine au Soudan, j'avais été déployé comme officier mouvement pour le Darfour. Et c'était une mission très valorisante pour moi parce que
j'avais sous mon commandement des officiers de l'OTAN et de l'Union européenne. Et notre mission était de rechercher les avions pour assurer le transport des troupes de leur pays vers le Darfour en aller-retour, ainsi que la logistique. Je n'avais pas une très bonne formation en logistique, donc arrivé là-bas en 16 demi-journées, je me suis mis en quoi la formation. Et c'est l'une des missions les plus valorisantes pour moi parce que j'avais un téléphone qui me permettait d'appeler le monde entier et commander les avions et le président qu'on aurait signé les factures. Ça m'a permis de rencontrer des officiers d'autres pays, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Nigeria, voilà, quelques missions aussi de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour la contribution de la paix au Darfour. Donc c'est une mission extrêmement valorisantes, j'en garde un bon souvenir et puis je remercie le Cameroun. Sauf que c'est là où j'ai connu l'une des plus fortes frustrations de l'armée camerounaise parce que, dans la formation, parce que à la fin de cette mission, j'avais été retenu par les Nations Unies pour être officier mouvement pour la mission qui basculait aux mains des Nations Unies. Donc pour des raisons, pour une raison ou une autre, à tort ou à raison, certaines personnes ont estimé que je ne pouvais pas y aller. Ils ont proposé une autre personne, l'ONU a refusé en disant c'est le lieutenant-colonel Kwiche, parce qu'on avait, j'avais eu cette expérience de Darfour, 2 ans. Mais bon voilà, c'était un peu frustrant de ma part de ne pas rejoindre cette mission des Nations Unies. Mais aujourd'hui, j'ai dit merci à tous ceux qui m'ont dit non, à ce moment-là, parce que c'est cela qui m'a permis de retrouver une autre voie. Je crois que la voie que j'ai suivie n'est pas la mauvaise. Et bon, voilà, en République centrafricaine, c'était la Micopars. J'étais commandant du détachement camerounais. On y a fait 2 ans pour essayer de ramener la paix en République centrafricaine. J'ai un peu de regret parce que, vous voyez, la guerre est une chose trop précieuse pour être laissée entre les mains des militaires. C'est le problème des politiciens. Comme je l'ai dit, les militaires ne sont que des outils. J'ai beaucoup de regrets parce que le travail que mon contingent et d'autres contingents ont a fourni en République centrafricaine, au moment où nous partons en fin 2012, la Centrafrique est sur la voie du redressement. Ça, c'était clair. Après, les politiciens, comme c'est eux qui tiennent les rênes, c'est eux qui donnent les ordres, ça a basculé et ben voilà. Aujourd'hui, en tout et pour tout, je ne manquerai pas de remercier le Cameroun pour tout ce qu'il m'a fait, me permettre de participer à ces missions internationales et voilà, me permettre aujourd'hui de mener une retraite plus ou moins tranquille. C'était de très bons souvenirs. Mon colonel, c'est déjà la fin de ce programme. Je vais vous permettre de finir par un message parce que nous sommes dans un pays où on parle de crise sécuritaire et le souhait des uns et des autres, c'est de voir un pays uni et indivisible. Et votre bagage en termes d'expérience, en termes de participation sur le terrain, en termes de consolidation de cette paix-là, je souhaiterais à votre modeste personne d'adresser pourquoi pas un message de paix, d'espoir à ces hommes en tenue qui font un travail remarquable et qui malgré tout tiennent, même si on a perdu beaucoup de soldats sur le terrain depuis la crise anglophone, depuis Boko Haram, depuis tous les coupeurs de route, depuis les différentes crises. C'est énorme pour ma personne ce que vous me demandez de dire, c'est vraiment énorme pour ma modeste personne. Je voulais d'abord adresser un message d'encouragement à tous ceux qui sont sur le terrain, qui se battent, qui offrent leur vie pour la sécurité et la paix dans ce pays. Je voulais simplement les rassurer qu'avec ce que j'ai vécu, le commandement considère qu'ils soient sûrs que ceux qui sont tombés, qu'ils soient sûrs que leur mort n'est pas vaine. Voilà. Après, maintenant, nous espérons que nous avons un fort espoir que la paix reviendra bientôt, bien que la paix ne soit qu'un petit intermède, parce que le principe de la vie, c'est la guerre. Nous espérons qu'un moment de paix reviendra bientôt grâce à eux et que le pays pourra se remettre sur la voie du développement, qui est, ma foi, la véritable condition pour avoir la paix.
Merci beaucoup, colonel Roger Cuitcheux. Ça a été un plaisir de partager ces quelques temps forts de votre vie. Ça pourra inspirer même ces jeunes militaires, jeunes gendarmes, pourquoi pas, qui ont décidé de prendre la même voie que vous. Peut-être ces jeunes-là auront la chance et la bénédiction que vous avez eue. Et aujourd'hui, on vous souhaite bon vent dans votre nouvelle carrière, puisque vous avez un cabinet qui vous occupe, vous enseignez justement, vous donnez des enseignements sur le terrorisme, les insurrections, notamment la vue à l'école de guerre de Yaoundé, Côte d'Ivoire et à l'IFORCE. Donc c'est votre travail au quotidien. On aura l'occasion de revenir, puisque vous êtes déjà partenaire du Canada International. On reviendra sur la suite de votre parcours. Merci infiniment, le plaisir est partagé. Je voudrais dire un grand bonjour au président Chatier, qui essaie de donner le meilleur de lui-même pour que votre chaîne puisse diversifier ses programmes. Ça va un plaisir que j'étais là. Merci à vous, colonel. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont regardés. On espère que vous avez retenu quelque chose de cet entretien, la discipline, croire en ses chefs, croire en soi-même. C'est le message que l'on peut retenir. Merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. Je reviendrai la semaine prochaine avec toute mon équipe pour une autre émission avec une autre thématique et un autre invité. Bonsoir.